Les propos tenus dans cette vidéo ne sont que mon analyse sur les bienfaits ou les méfaits de la dénonciation de propos d'autres personnes sur des sujets hautement sensibles. Je ne légitime ni ne fais la promotion de leur discours, je pose simplement la question si la liberté d'expression s'applique à tous et à toutes les idées, même si celle-ci dérange un politiquement correct qui ne veut pas laisser des questions ou des doutes s'installer dans la pensée dominante. Qui plus est, si le propos est agressif, déterminé ou assumé, une omerta n'est souvent pas une solution pour discréditer un propos, une idée ou une pensée, si tant est que celle-ci puisse être débattue d'arguments et de contre-arguments afin de déterminer le tort et la raison. Ce qui malheureusement n'est souvent pas le cas, préférant la conspuation, l'accent émotionnel, la condamnation unanime pour ne pas justement devoir à débattre de ces questions qui fâchent en général les gardiens de la pensée unique. La loi et la justice sont là pour décider ce qui est à considérer en tant que tel, selon si des personnes, des minorités ou des communautés se sont senties offusquées, blessées ou insultées par tel ou tel propos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Avant de commencer la thématique de cette vidéo, je voudrais juste revenir sur l'affaire Lubrizol. On a appris assez récemment que finalement, sur la liste des produits qui étaient dans l'usine, il y avait des possibilités que finalement, dans les fumées lors de l'incendie pendant la nuit, il y ait des émanations de dioxine. On a aussi la ministre de la Santé qui est revenue, qui a rassuré en disant voilà, ça y est, on a le résultat d'un ensemble de tests, etc. La situation est revenue à la normale. Interroger un Rouennais ou un grand Quevillet ou un petit Quevillet ou un grand Couronnais ou un Sottevillais ou un Mont-Saint-Aignan ou je ne sais plus qui d'autre encore sur les plateaux de Rouen, ce que c'est que la normale. La normale, c'est continuer à avoir des industries, plus particulièrement des industries pétrochimiques qui, chimique, puisque pétrochimique, finalement, je ne savais plus trop si la Shell, qui avait été rachetée par Petroplus, avait été démantelée ou pas. Et en effet, j'ai vérifié, elle a été démantelée. Donc il ne reste plus que des usines chimiques, dont la plus connue est évidemment, pour ceux qui connaissent, la Grande Paroisse, qui est aujourd'hui, qui a été renommée Borealis, je crois, quelque chose comme ça, parce que ça a été racheté à Total, et qui reste une des usines de traitement chimique qui est, selon les dires de gens qui connaissent et qui savent de quoi ils parlent, que c'est la grande sœur de l'usine AZF de Toulouse. Grande sœur, donc ça veut dire que les risques sont là. C'est une usine Céveso, niveau haut, tout comme Lubrizol. Donc voilà, c'est aujourd'hui finalement un bras de fer. Les autorités rassurent en disant oui, il n'y a rien, c'est bon, vous pouvez respirer, oui, il y a encore une odeur, etc., mais rien n'est toxique. Le problème, c'est que c'est pas maintenant, c'est pas de ce qu'on parle maintenant. Ce qu'on parle, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 26, c'est toute la fumée. Qu'est-ce qu'elle a véhiculé, qu'est-ce qu'elle a fait voyager sur les 40 km, je crois, et est-ce qu'il va y avoir des répercussions, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur la santé des gens qui ont été plus ou moins touchés par cette fumée, directement ou indirectement. Sauf que les autorités apparemment ne veulent pas entendre cette chose-là. Et pour terminer, juste un petit détail, pour les gens qui disent qu'il y a eu de la rétention d'informations concernant les produits stockés par Lubrizol, parce que le préfet a mis 4 jours, 4 ou 5 jours je crois, pour diffuser cette fameuse liste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la liste des produits dans des usines chimiques sont soumis à une réglementation qui protège, c'est une sorte de mise au secret en fait d'informations, c'est des informations sensibles. Parce que évidemment, si on commence à faire état de tout le contenu des stocks des usines chimiques, ça peut éventuellement donner des mauvaises idées à certaines personnes. Donc c'est pour cette raison que ce document est logiquement confidentiel et sensible, et que certainement que le préfet a dû négocier pour pouvoir diffuser ce document. Et encore, diffuser n'est pas le mot exact, parce qu'en fait, ils ont fait juste une synthèse des types de produits, de catégories de produits qui étaient présents dans les stocks. Ils n'ont pas donné la dénomination exacte de tous les produits. La dénomination exacte
certainement que le document se trouve dans ce que le site de la préfecture de Seine-Maritime a diffusé. Moi, j'ai regardé un peu les documents. En effet, il y a un listage qui existe de ces documents, mais je ne suis pas chimiste, donc je ne peux pas vous dire les cocktails que ça peut éventuellement donner et quelle est la toxicité, le niveau de toxicité de ces produits en cas d'émanation, en cas d'incendie, etc. Le fait est, c'est que c'est une affaire à suivre parce que pour l'instant, on n'a pas encore confirmation si le Lubrizol peut être tenu pour responsable ou non, car, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, si le feu est venu de l'extérieur de l'enceinte, dans ce cas-là, le Lubrizol n'est pas responsable. Par contre, là où la justice, ou là la réglementation, et là où l'autorité peut faire foi pour essayer de trouver une responsabilité, c'est finalement ça va se jouer sur l'accessibilité, finalement. C'est-à-dire, est-ce que les murs sont suffisamment hauts? Est-ce qu'il y a une protection suffisamment importante pour éviter justement que des éléments extérieurs viennent pas porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité des produits qui sont à l'intérieur? Ça, c'est ce que l'enquête donnera. Voilà, c'était, pour revenir sur le Lubrizol, non, la thématique de cette vidéo, c'est c'est simplement la liberté d'expression. Aujourd'hui, la liberté d'expression, on peut considérer qu'elle est très subjective, suivant quel positionnement on est. Et on en vient encore à cette problématique avec l'affaire Zemmour. Alors, je sais, j'entends déjà de loin des gens qui disent « Ah, Zemmour, ceci, Zemmour, cela Preuve du contraire, c'est que Zemmour a exactement les mêmes droits que n'importe qui de pouvoir s'exprimer en son nom et d'ailleurs, il le dit très souvent, il dit « c'est mon opinion », donc il assume ses opinions. Maintenant que ces opinions posent un problème éthique à certaines personnes, ça aussi, on peut le comprendre. Et je peux comprendre aussi, et je connais aussi des gens qui sont comme ça, qui ont une fâcheuse tendance à juger Zemmour selon ce qu'ils entendent, mais sans jamais avoir ni écouté, ni regardé, ni lu quelque chose de Zemmour. Son propos qu'il a tenu lors de cette fameuse convention des unions de droite qui avait été organisée par Marion Maréchal, Le Pen, même si maintenant elle veut garder ce nom de Marion Maréchal, évidemment, ça remet de l'huile sur le feu sur un sujet extrêmement sensible et extrêmement tabou de nos jours, et qui malheureusement, malheureusement pour ceux qui sont critiques envers Éric Zemmour, tente à démontrer qu'il n'a pas tort dans son propos avec l'attentat de la préfecture. Ce fameux attentat que pour l'instant on n'a pas qualifié de terrorisme, même si finalement, heureusement qu'il y a eu peut-être, d'ailleurs, je pense qu'il y a certaines personnes de la préfecture qui pourraient mériter d'avoir le statut de donneur d'alerte parce que c'est grâce à des fuites que les médias ont pu, ou certains médias, ou sur Internet, on a pu commencer à donner des informations sur le fait que c'était bien un converti musulman qui avait une tendance radicalisée, qui fréquentait une mosquée avec un imam avec un discours radical, que apparemment certains de ses collègues, deux ou trois apparemment, avaient déjà dès 2015 eu quelques éléments de comportement qui étaient un petit peu douteux, mais qui n'ont pas donné d'alerte ou qui n'ont pas fait de signalement. Parce que justement, encore une fois de plus, si on critique un musulman, ça y est, tout de suite, on est islamophobe, c'est de la discrimination, et blablabla. En plus, comme il était handicapé, parce que un peu dur de la feuille. Enfin voilà, on est dans une situation où finalement ça rejoint ce que disait plus ou moins Zemmour, que n'en déplaise à certains. Alors après, comme je le dis, les gens peuvent aimer, ne pas aimer, etc. Mais en dehors de tout ce que Zemmour a pu expliquer, a pu dire dans les médias, etc., il a quand même mis le doigt sur quelque chose, mais qui est un élément fondamental aujourd'hui sur lequel il faut se pencher. C'est une question essentielle qui est: est-ce qu'aujourd'hui l'islam est compatible avec une démocratie? Alors, c'est une question qui a un peu un sens large, parce que tout de suite on va dire oui, mais l'islam, c'est pas le fait d'actes de minorité que. Sauf que le problème, et que d'ailleurs Zemmour a déjà soulevé à plusieurs reprises concernant les musulmans, c'est que quand il s'agit à un moment donné de demander aux musulmans de faire le ménage, c'est-à-dire de prendre des positions claires sur
la vie des musulmans dans les démocraties, dans les pays occidentaux, etc., c'est là que tout d'un coup on se rend compte qu'il y a un petit peu un désert. C'est-à-dire que, vous savez, quand on met la question sur la table, c'est un peu comme si vous avez un désert avec des vautours qui tournent autour. C'est-à-dire qu'il y a un silence de mort, il y a des discours rassurants. Alors les discours rassurants, c'est évidemment, on met en avant toutes ces personnes issues de l'immigration qui sont musulmans par naissance, ou ce qu'on appelle musulmans par le sang, mais qui ne sont pas des pratiquants, qui ne sont pas des religieux et qui vivent très souvent dans des modèles d'ailleurs démocratiques et très occidentales, qui sont d'ailleurs les premières victimes aujourd'hui de ce genre d'acte, parce que malheureusement on peut pas, on ne dit pas d'amalgame, mais les amalgames malheureusement, il arrive un moment où les choses sont, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas dans une société euh, aller toujours dans les simplifications et puis après derrière dire ah oui mais faut pas généraliser, faut pas faire d'amalgame. Ben oui mais le problème c'est que quand vous faites une société sur la simplification, sur la généralité, pour empêcher les gens d'aller justement dans le détail, pour se poser les bonnes questions, pour aller fouiner et essayer de comprendre parfois les subtilités de certains sujets, etc. Ben oui, ben dans ce cas-là, ça veut dire que y a des gens, ils vont pas se chercher midi à 14 h. C'est que il y a des gens, au bout d'un moment, ils se disent, ouais, ben voilà, si c'est un arabe, c'est un musulman, si c'est un musulman, s'il est religieux, il est terroriste. Ça, malheureusement, vous ne pourrez pas l'empêcher. Et c'est pas que par rapport aux musulmans. Ça a été vrai dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, faut faire avec. Il faut juste simplement faire de l'éducation. De l'éducation dans le bon sens, dans la logique, dans la capacité des gens, à un moment donné, de comprendre par eux-mêmes que c'est pas parce que des musulmans sont des vrais connards qu'ils ont un discours radical, qu'ils promuent la charia parce que c'est le Coran qui le dit, etc., que c'est la majorité des musulmans qui pensent la même chose. Mais d'un autre côté, est-ce qu'aujourd'hui on a le temps, on a les moyens de faire le tri? Non, le tri, il doit être fait par les musulmans eux-mêmes. Et c'est là que le problème se pose. C'est qu'on n'a pas d'institution parce que les islamistes, on va dire, même que ce soit les islamistes modérés ou islamistes radicaux, etc., tout ce que vous voulez, malheureusement, ce sont des gens qui se sont accaparés, je dirais, l'autorité ou la structure ou l'organisation de l'islam dans les pays européens. Et en règle générale, ce sont des gens qui sont plus ou moins dans le respect de ce que dit, de ce que donne, de ce que inflige le Coran dans la pensée et dans la façon d'interpréter les textes du Coran. Voilà, c'est un sujet extrêmement délicat et difficile, mais que malheureusement on n'a pas traité. On n'a pas traité au bon moment où il fallait. Et aujourd'hui, aujourd'hui on récolte dans nos sociétés occidentales, et plus particulièrement en Europe, tous ces problèmes de conflits culturels, parce que toutes ces personnes, qu'elles soient issues d'immigration, que ce soit des naturalisés, que ce soit des citoyens français ayant bénéficié d'une, deux, trois générations par le biais du droit du sol, quand ils sont exacerbés dans leur origine musulmane, avec en plus tout le contexte religieux, eh ben, il arrive un moment où, en effet, ces personnes se disent « moi, je suis musulman, je suis respectueux de la religion, sauf que la religion me donne des préceptes aussi politiques, et les préceptes politiques vont à l'encontre des lois de la République, dans certains sens. Voilà, donc il y a un moment donné où, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On est des musulmans en France, mais l'islam nous dit ceci et la République dit le contraire. Il y en a certains qui choisissent la facilité, c'est-à-dire qu'ils vont là où ils se sentent le mieux, et voire même s'en tirent des intérêts, ne nous le cachons pas, et finalement finissent par devenir des individus à contre-courant de ce que normalement, en tant que citoyen français, on est censé respecter de la République, des institutions, voire même à l'échelle même européenne, puisque parlons d'Europe aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et c'est encore plus compliqué quand l'autorité, quand les idéologues politiques refusent d'admettre qu'à un moment donné, il faut mettre le point sur la table.
On essaye de, voilà, encore une fois de plus, de tergiverser. On essaie d'imaginer. Alors, pendant un temps, on entendait parler de faire un islam de France. Mais il n'y a pas d'islam de France. C'est déjà rien que l'idée d'un islam de France, c'est complètement idiot, puisque tout musulman, un tant soit peu religieux, vous diront il n'y a pas d'islam de France. Il y a un islam, point. C'est comme si on disait il y a un judaïsme de France comme il y a un judaïsme américain. Non, il n'y a pas de judaïsme américain ou judaïsme de France, il y a un judaïsme, point, qui est régi par les textes sacrés pour chaque religion. Alors après, c'est à chaque religion, à un moment donné, d'essayer d'évoluer. Parfois, ça évolue, même des fois en son sein, à conflit, puisque dans quasiment toutes les religions monothéistes, on a des courants un petit peu différents, on a des ethnies différentes. Je pense que toutes les personnes qui ont des relations avec des juifs plutôt impliqués, savent que entre les séfarades et les ashkénazes, c'est parfois un petit peu délicat, hein, tout comme au sein même de la chrétienté, il y a certains mouvements, les mouvances catholiques voilà, il y a les catholiques vraiment très conservateurs et des catholiques plutôt modérés, libéraux, et là aussi ça se clash un petit peu, donc voilà, c'est un sujet qui n'est pas simple à traiter et qui ne peut pas se résumer avec quelques belles phrases pour essayer de rassurer et militer sur une tendance de tolérance, d'acceptation, de vivre ensemble, de cette société bisounours, comme on l'appelle, qui fait que malheureusement, il y a un moment donné où, dans cet état d'esprit, eh bien, on oublie que dans ces communautés-là, il y a aussi malheureusement des gens qui ne sont pas là pour faire que du bien, qui sont là aussi pour faire du mal. Et là encore, une fois de plus, on en a la preuve, parce qu'en plus de ça, c'était un fonctionnaire de police qui travaillait dans l'informatique. Alors, il y en a qui disent oui, mais finalement, il travaillait dans la maintenance informatique, l'air de dire oui, mais il n'avait pas accès à des traitements de dossiers, etc. Mais non, c'est encore pire, parce que s'il était dans la maintenance informatique, ça veut dire qu'il avait les compétences, aussi bien sur du hard que sur du soft, pour pouvoir accéder à des informations. Et apparemment, la preuve, c'est qu'ils ont retrouvé des clés USB avec des informations concernant des vidéos du djihad et de l'État islamique avec des fichiers d'adresse de policiers. Donc vous voyez, c'est que finalement, ça rajoute encore plus une couche sur le fait que là, sur ce coup-là, eh bien, la sûreté française a complètement foiré. Elle a complètement foiré. Pourquoi? Non pas parce qu'elle ne l'a pas détecté, mais parce que on a mis une telle chape de plomb sur le fait que tout ce qui est arabe, tout ce qui est noir, tout ce qui est juif, plus critiquer, il faut plus rien dire, sinon, tac, la chape de plomb vous tombe sur la tête pour vous traiter de raciste, d'antisémite, d'islamophobe, que finalement, ça refoule un petit peu les gens à un moment donné faire un devoir qui est de signaler des comportements à risque, des comportements difficiles, des comportements asociaux, des comportements qui ne respectent pas la valeur même des principes de la République, révéler toutes les incivilités. Hein, je veux dire, même on peut tout à fait faire le lien avec les banlieues, parce que dans les banlieues aujourd'hui, soyons clairs, il y a peut-être des blancs, mais essentiellement la délinquance et la grande délinquance qui aujourd'hui fait en sorte que même des polices ne vont plus dans ces quartiers, eh bien ce sont généralement des jeunes issus de l'immigration, qu'on ne se voile pas la face sur cet état de fait. Alors après, ça ne veut pas dire que tous les jeunes de banlieue sont des criminels. Hein. Vous pouvez très bien aller dans des banlieues et tomber sur des jeunes qui ont leur culture, qui ont leur comportement, mais qui sont tout à fait adorables, tout à fait serviables, et même parfois très cultivés. Que les apparences, l'habit ne fait pas le moine, comme dirait l'autre. Donc encore une fois de plus, voilà, c'est toujours un problème qu'il faut savoir traiter avec de la hauteur pour éviter de tomber dans les clichés et aussi de tomber dans les préjugés et dans les idées préconçues. Et tomber, et surtout en ce moment,
dans cette ambiance qui consiste à dire qu'il faut condamner le moindre propos, le moindre mot qui pourrait éventuellement remettre en question ou porter une critique sur les minorités, etc. Ce que malheureusement certains députés, parfois certains députés même de la France insoumise, hein, on a l'impression qu'ils ont que ça à foutre, alors qu'il y a donc quand même d'autres sujets plus importants à traiter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que la France insoumise, aux prochaines élections municipales, vont se prendre encore une claque dans la figure parce que justement, ils sont un petit peu à cheval. Assis le cul entre deux chaises, essayer de jouer le côté révolutionnaire contre système, contre capitalisme, mais derrière militer aussi pour cette idéologie qui consiste à faire culpabiliser les uns pour protéger les intérêts des autres. Sauf que les autres, bah, sachant qu'on leur donne cette impunité, hein, bah, ça en profite de plus en plus. Voilà. C'est une vidéo pour juste remettre un petit peu les choses au clair concernant cette... ah, je crois que c'est l'heure de la sortie, donc on se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien.